personne en haut, alors je sais pas où ils sont partis. On va commencer, tant pis. Donc maintenant nous allons entendre Nelly Ménard qui va nous parler des réseaux sociaux et des fissions de groupe chez les macaques berbères. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier Cédric qui m'a invité à participer à ce workshop, sachant que j'étais pas en train de travailler dans ces domaines-là en ce moment, qui sont en attente, débordés par des sujets plus écologiques. Mais bon, je vais vous présenter ça. Donc, les réseaux sociaux et les fissions de groupe chez les magos. Donc, sachant que chez des espèces sociales comme les magos, l'analyse des réseaux sociaux est une bonne approche pour comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents au maintien de la cohésion des groupes et également qui contribuent à la dispersion des individus au sein des populations. Et c'est aussi intéressant quand on s'intéresse à des questions de sélection de parentèle, par exemple. D'autre part, ces réseaux sociaux ont aussi un impact sur la distribution des parentés, donc des gènes au sein de la population, et ça a des retombées en termes de biologie évolutive. Chez des espèces, chez la plupart, enfin une grande partie des espèces de mammifères, on voit une asymétrie de dispersion en fonction du sexe, avec pour une partie des espèces une forte phylopatrie des femelles, voire complète, avec une migration totale chez les mâles. Bon, par exemple, chez les marmottes, les chiens de prairie, les chauves-souris, évidemment plusieurs espèces de primates, dont les macaques qui ont été pas mal décrits. En fait, en coïncidence avec cette phylopatrie des femelles, on s'attend à trouver un fort apparentement à l'intérieur des groupes et qui contribue à un contexte assez favorable pour la sélection de parentèle, bien qu'on ne sache pas très bien encore si c'est une cause ou une conséquence de la phylopatrie. Donc, c'est des espèces à forte phylopatrie des femelles. Les fissions de groupe sont la seule voie de dispersion des femelles. Et dans un groupe dont la taille augmente, lorsque ce groupe a atteint une taille maximale, la probabilité qu'il fissionne en de nouveaux groupes indépendants augmente également. Donc ce sont des événements qui sont relativement discrets et rares dans une population, bien que ces événements-là aient une forte implication au niveau de la dynamique des populations. Alors ils sont rarement observés parce que ça nécessite des études à long terme au sein des groupes, avec une connaissance approfondie de la reconnaissance des individus et des généalogies et des relations entre les individus. Alors, les fissions de groupe ont été observées chez des marmottes, des lions, des hyènes aussi, et chez plusieurs espèces de primates, dont un certain nombre de macaques. En milieu naturel, hein, je parle en milieu naturel, il y a des observations qui ont été faites aussi en captivité, comme par exemple ici chez le magot, je prends l'exemple du magot par hasard. Et en milieu naturel, il y a quelques observations qui ont été faites. Bon, sur la base des quelques études qui ont été faites, plusieurs causes ont été évoquées pour expliquer pourquoi les groupes se divisent. Parmi celles-là, on a par exemple une augmentation de la compétition intragroupe qui fait que les animaux sont amenés à se séparer, ou une diminution du succès reproducteur des femelles, également des changements dans la hiérarchie des mâles, avec une augmentation des conflits entre les mâles au sein du groupe, et aussi une diminution du degré d'apparentement des individus qui ferait que les animaux seraient amenés à se séparer. Donc dans des groupes où l'apparentement serait faible. Alors, dans la plupart des cas, les fissions interviennent entre les lignées matriarcales,
bien que ce ne soit pas une règle fixe, il y a des cas qui ont été décrits avec une séparation des individus qui quittent leurs apparentés en cours de division de groupe et qui ne se retrouvent pas donc dans les nouveaux groupes avec leur parenté. Donc pour ce qui est des causes de fission, enfin nous avons observé un groupe, donc je vais vous présenter les résultats sur un groupe de magots qu'on a observé sur le long terme, avec à l'intérieur de la période d'étude un événement de fission. Je vais vous présenter également les résultats qui concernent les causes possibles de cette fission et puis les liens avec les relations de parentèle à l'intérieur de ces groupes et dans les nouveaux groupes. Donc en ce qui concerne les causes de fission, c'est intéressant à savoir s'il y avait une augmentation de la compétition à l'intérieur des groupes ou s'il y avait une perte de cohésion dans les groupes, ou les deux. Et également, si on fait l'hypothèse de la sélection de parentèle et de l'importance des degrés de parenté pour maintenir la cohésion du groupe, on s'attend dans ce cas-là à voir émerger des clusters de partenaires préférentiels apparentés avant la division, donc qui préfigureront la composition des groupes après la division. Et comme corollaire, donc on s'attend également à avoir avant la division un faible apparentement dans le groupe initial qui pourrait être une cause ou en partie responsable de la division du groupe. Donc voilà, et comme conséquence logique, on peut donc s'attendre aussi à une augmentation forte des degrés d'apparentement dans les nouveaux groupes issus de la division. Donc le groupe dont je vais vous parler a été observé pendant une dizaine d'années, donc de 83 à 93. C'est un groupe qui a subi un accroissement moyen annuel assez fort et de 14% et qui s'est divisé donc en 1988 alors qu'il atteignait 88 individus. Donc 5 ans après le début des observations, ce groupe avait pratiquement doublé. Et en fait, il s'est divisé en 3 nouveaux groupes de taille très variable, comme on peut le voir, 13 individus pour le plus petit, 24 et 50. Je ne nommerai pas ces groupes, j'ai mis les couleurs, ce sera plus simple, le rouge, le vert et le bleu, et ce sont des couleurs que je vais conserver pour la suite de l'exposé. Donc ces groupes, après la division, ont continué à croître, en tous les cas pour les 2 plus petits. Le plus grand groupe a subi une diminution de ses effectifs et a recommencé à croître par la suite. Et globalement, la croissance de la population a continué. Alors, en ce qui concerne l'augmentation de la compétition, s'il y a augmentation de la compétition, on peut s'attendre à une augmentation des interactions agonistiques dans les groupes avant la division. Donc, on a mesuré ces comportements. Pour voir s'il y avait une perte de cohésion dans les groupes, on a analysé les réseaux de relations affiliatives au niveau toilettage et contact entre les individus. Et également, on a regardé s'il y avait des clusters de partenaires préférentiels avant la division. Donc, en réalité, la division ne s'est pas faite en une seule fois. Donc, cette division a commencé ici au cours de l'automne 87, alors que le groupe atteignait 76 individus. Ça a été une période de grande instabilité avec des fusions-fissions assez fréquentes et même des séparations au cours de cette période d'instabilité. Des individus, des jeunes pouvaient être séparés de leur mère dans des sous-groupes différents et se retrouver 2 jours après ou 3 jours après et le groupe se reformait, se redivisait, etc.
Par contre, au cours du printemps 88, donc une période suivante, le groupe s'est retrouvé de nouveau très très cohérent et en stabilité, je dirais, normale. Puis de nouveau au cours de l'automne 88, donc un an après finalement, le groupe a connu de nouveau une grande période d'instabilité avec le même phénomène de fusion-fission. Et là, la séparation a été définitive en 3 nouveaux groupes indépendants. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça brutalement. Les animaux ont quand même mis 1 an et demi avant de se séparer complètement. Donc les observations que je vais vous présenter, je les ai cadrées entre 85 et 89. Donc c'est des observations sur les activités et les relations des animaux, des mâles et des femelles adultes, donc 36 mâles adultes et 32 femelles adultes. En ce qui concerne les activités, donc on a travaillé sur les fréquences des interactions agonistiques pour voir s'il y avait une augmentation du degré de compétition. Et on a travaillé sur les réseaux sociaux pendant la période 85, donc 2 ans avant la fission, et juste avant la fission ici, pour voir s'il y avait des variations dans le profil des réseaux sociaux. Alors ces réseaux sociaux que je vais vous présenter sont peut-être un peu moins sexy que ceux que vous faites à partir des théories des graphes. À voir si les conclusions pourraient changer. Je n'ai pas un tas d'indices comme vous, mais c'est basé sur les diagrammes de flux sur analyse factorielle, donc qui permettent quand même de tracer des réseaux sociaux entre les individus. Par ailleurs, j'ai voulu voir quels étaient donc les degrés d'apparentement entre les individus, et donc pendant la période 4 ans avant la division et 5 ans après la division. Donc en ce qui concerne les interactions agonistiques, que ce soit pour les mâles ou pour les femelles, on note une diminution des interactions agonistiques moyennes dans le groupe avant la division du groupe. Et on ne trouve aucune relation entre l'augmentation de la taille de groupe et la fréquence des interactions agonistiques. Alors, ici, cette figure présente le réseau social 2 ans avant la division du groupe. Je vais vous décrire la figure. Les femelles sont représentées en souligné, les mâles ne sont pas soulignés. Ici, donc, il y a 2 femelles, ici, il y a un mâle, par exemple. Les individus qui sont représentés sont présentés par des ronds qui ont une grosseur qui est en relation avec leur contribution à l'analyse. Plus le rond est gros et plus ils interviennent dans le réseau. Et en bleu sont les groupes qui appartiendront au groupe bleu après la division. En vert, ici, sont les animaux qui appartiendront au groupe vert. En rouge, ceux qui appartiendront au groupe rouge. Et en noir, ce sont des individus qui n'appartiendront pas au nouveau groupe et qui migreront ou avant la division ou en cours de division. Alors, également, les flèches, voilà. Là, l'épaisseur des flèches représente l'intensité de l'interaction entre 2 individus, du donneur vers le receveur. Et puis, ici, les flèches roses représentent les interactions entre les femelles, pour faire classique, hein, pour perturber les cerveaux non plus. Les bleus entre les mâles et les grises entre mâles et femelles. Donc, ce qu'on peut constater sur ce réseau de relations, c'est qu'il est assez diffus, mais on constate néanmoins qu'une grande partie des femelles qui appartiendront au groupe bleu sont relativement bien regroupées ici, ont des interactions préférentielles entre elles. On note néanmoins que 3 d'entre elles sont séparées. Je ne sais plus où est la 3e. Bon, ça, c'est pas très grave.
Ici, on note le groupe rouge qui est relativement bien individualisé aussi, avec des interactions préférentielles. Ici, on a la matriarche du groupe. Et par contre, en ce qui concerne le groupe vert, les femelles de ce groupe ont des interactions avec, qui sont assez diffuses dans le groupe et ne sont pas très individualisées. Alors, quant au mâle, on ne détermine pas d'appartenance bien particulière par rapport au futur groupe. Alors, en ce qui concerne la période juste avant la fission du groupe, on commence à voir quelque chose de beaucoup plus structuré avec ici le groupe vert qui est très bien individualisé avec des relations préférentielles entre elles, le groupe bleu ici qui est aussi bien individualisé et le groupe rouge ici. On peut noter que ces trois femelles et celle-ci aussi, qui appartiendront au groupe bleu, ne sont pas dans le cluster ici du groupe bleu. Alors ça c'est une lignée matriarcale particulière, ça c'est la matriarche de cette lignée-là. Donc ce qu'on peut voir également c'est que les mâles semblent plus intervenir comme des liens entre les clusters que vraiment manifester une appartenance à un des futurs groupes avant la fission. Donc si on examine maintenant ce qui se passe au niveau des relations agonistiques, 2 ans avant la fission, on voit des réseaux au niveau des interactions agonistiques qui sont assez diffuses. Et si on regarde juste avant la division, on commence à voir le même schéma finalement que pour les relations affiliatives, hein, où le groupe bleu est bien individualisé ici, avec des relations préférentielles, donc que ce soit agonistiques ou affiliatives, entre elles, et très peu de relations avec les autres clusters. Ici, bon, on a une des femelles du groupe bleu qui a des relations privilégiées plutôt avec les mâles ici. Et puis le groupe vert qui est bien individualisé. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau des relations agonistiques, le groupe rouge, lui, ne s'individualise pas bien. On a ici la matriarche du groupe rouge, sa fille et sa deuxième fille. Et en fait, ce qu'on peut noter, c'est que cette lignée-là a plutôt des interactions agonistiques avec le cluster vert, très peu de relations finalement avec le bleu. Et d'une façon intéressante, finalement, cette lignée-là sera la première lignée à s'individualiser en cours de la deuxième phase de division. C'est-à-dire que, alors que ces deux clusters-là continueront à circuler ensemble de temps en temps, déjà au cours de l'automne 88, cette lignée-là se sera séparée à ce moment-là, bien avant la séparation des deux clusters. Donc, les mâles, par contre, leur relation avec les différentes femelles et tous les animaux du groupe sont assez diffuses. Et en fait, les lignées sont, la fission est vraiment faite à l'initiative des femelles. D'abord des femelles de cette lignée-là. Et les mâles, pendant la période de division, ont changé très souvent de sous-groupe. Après la division, ils ont eu une période assez courte, mais quand même, pendant 1 an, où certains ont changé de nouveau groupe. Donc la stabilité, elle était vraiment faite par les femelles tout d'abord. Les mâles ont continué à changer jusqu'au moment où ils se sont décidés sur leur appartenance et où c'est resté stable. Donc voilà pour les modalités de ces divisions. Donc
On constate donc la formation de clusters de femelles qui se met en place progressivement, mais qui n'est pas visible 2 ans, pas très visible 2 ans avant la fission, et qui se met en place progressivement, soit au niveau des relations affiliatives qu'agonistiques. Donc ces clusters de femelles préfigurent bien les nouveaux groupes, et on a un manque de clusters pour les mâles et d'appartenance au niveau des mâles. En ce qui concerne les degrés d'apparentement, maintenant on pourrait s'attendre donc à des degrés d'apparentement femelles plus forts que des degrés d'apparentement mâles à l'intérieur du groupe initial, et on peut également s'attendre à une augmentation des apparentements femelles dans les nouveaux groupes. Et dans ce cadre, également un faible degré d'apparentement des femelles, si c'est une des causes de la fission, donc dans le groupe initial. Alors, les degrés d'apparentement ont été calculés selon la formule de Keller et Goodnight, et ils sont basés sur des génotypes de 15 microsatellites avec un degré d'hétérozygostie, un taux d'hétérozygostie de 70%, ce qui n'est pas mal. Et donc l'analyse a été faite de 83 à 93 sur 52 individus, 17 femelles et adultes et 35 mâles adultes. Alors cette figure présente donc les degrés d'apparentement. Ce qu'on peut voir, c'est que pour des paires d'individus, ici j'ai représenté les paires d'individus testés, pour des paires d'individus de parenté connue, comme les mères-enfants et les non-apparentés, on trouve des valeurs attendues pour ces paires connues, et donc ce qui montre la robustesse des mesures d'apparentement. Alors ce qu'on peut voir, c'est que dans le groupe initial, donc avant la division, le degré d'apparentement à l'intérieur du groupe était du niveau, pratiquement du niveau des individus non apparentés, que ce soit pour les femelles ou pour les mâles, avec un degré d'apparentement légèrement supérieur pour les femelles. Ce qu'on peut voir, c'est qu'après la division, donc la division a conduit à une augmentation significative du degré d'apparentement dans les nouveaux groupes, qui passe ici pour le groupe bleu à un niveau cousin et pour le groupe rouge à un niveau demi-frère, demi-sœur. Donc un fort degré d'apparentement, une augmentation de degré d'apparentement dans les groupes. Le groupe rouge n'a pas été testé. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que ces niveaux-là restent stables pendant les 5 ans qui ont suivi la fission. Par contre, en ce qui concerne les mâles, on peut voir que les degrés d'apparentement restent d'un niveau non apparenté pour les mâles, avec cependant dans le groupe bleu une légère augmentation du degré d'apparentement. Donc en ce qui concerne les causes de la fission, la fission ne semble pas être due à une augmentation de la compétition dans les groupes, à une augmentation des interactions agonistiques. Elle semble plutôt liée à une perte de cohésion entre les groupes de femelles, entre les lignées en fait, et comme on peut le voir par la formation des clusters. En fait, je pense que la faible influence d'une augmentation possible de la compétition est aussi due au fait que chez cette espèce, les ressources ne sont pas défendables non plus, elles sont distribuées relativement de façon homogène dans le milieu. Ce n'est pas une espèce qui prélève sur des ressources en patch. Et finalement, l'accroissement du groupe conduit plutôt à un étalement du groupe en cours de déplacement. En fait, quand le groupe faisait à peu près une trentaine d'individus, il s'étalait sur à peu près 100 mètres en cours de déplacement alimentaire. Et quand il faisait 80, il s'étalait à peu près sur 200 mètres. Ce qui fait aussi que cet étalement-là ne favorisait certainement pas la synchronisation des activités au sein du groupe et explique peut-être une perte de cohésion progressive entre les individus. Hier, on parlait
de possibilités de transmission de l'information en fonction de la visibilité qu'on pouvait avoir, par exemple, eh bien, quand les animaux se mettaient en sieste, certains étaient trop éloignés. Quand le groupe redémarrait, quand un cluster redémarrait, les autres ne redémarraient pas. Donc il n'y avait pas une synchronisation. Ils ne se voyaient pas forcément, d'ailleurs. Et les autres ne redémarraient pas avec, en activité alimentaire. Donc ils perdaient le groupe. Et ça donnait lieu d'ailleurs à des phénomènes de recherche. Le lendemain, après le passage au dortoir, le lendemain, le sous-groupe recherchait le reste du groupe. Et quand ils se retrouvaient, ça donnait lieu à des cris de contact, de cohésion et des épouillages, y compris intercluster. Donc c'est une période, visiblement, ces fissions de groupe sont quand même une période de stress pour le groupe. En ce qui concerne les degrés d'apparentement, donc on ne met pas en évidence de degrés d'apparentement plus forts chez les femelles que chez les mâles, globalement de façon permanente, je dirais. Donc le fait qu'il y ait une phylopatrie des femelles n'implique pas forcément en permanence dans les groupes un degré d'apparentement plus fort chez les femelles. Bon, ça dépendra certainement du régime démographique dans les populations, mais en tout cas, ce n'est pas une évidence. Alors, ceci est peut-être dû au fait qu'il y a une divergence génétique importante dans des grands groupes entre lignées. Donc, c'est fini. J'en ai pas pour longtemps. Que plusieurs mâles peuvent très bien se reproduire dans une même lignée, et donc augmenter encore la divergence entre les lignées, ou à une faible variance du succès reproducteur des mâles. Ce qu'on peut voir par contre, c'est que les fissions de groupe entre les lignées augmentent de façon importante le degré d'apparentement dans les groupes, et donc ces contextes-là peuvent être favorables à la sélection de parentèle et à la coopération entre apparentés. C'est tout. Voilà.